vas bien? Oui, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien avec toi, dans ta vie. Alors, bienvenue à ma petite bibliothèque. Cette nuit, j'ai décidé de enregistrer cette vidéo en français, car ça fait très longtemps que je ne le fais pas. Et donc, j'ai décidé aussi de faire cette vidéo en français parce que le livre que j'ai choisi à lire pour notre petite séance de cette nuit, c'est en français et je sais que tu as déjà lu le titre de cette vidéo et peut-être tu te demandes pourquoi va-t-on parler du récit fantastique. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais je suis une chercheuse. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Mais bon, bref, je fais de la recherche littéraire et je suis maintenant en train de rédiger ma mémoire du master de recherche. Et moi, je me spécialise en... C'est ça la préposition correcte, je ne sais pas. Je me spécialise en la littérature fantastique, surtout l'œuvre de Gauthier, Maupassant et tout ça. Et bon, maintenant je suis dans la période de documentation. Et cela veut dire que je suis en train de lire tout ce que je dois lire concernant mon sujet pour pouvoir rédiger une analyse plus complète et qui ait plus de rigueur. Et bon, nous allons lire ce que Todorov nous donne comme définition du fantastique. Alors, si la littérature c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es libre de rester ici et de détendre un peu avec moi. Et si peut-être tu ne t'intéresses pas beaucoup à la littérature, mais tu aimes les sons de la voix de quelqu'un qui lit, ou tu aimes tout simplement écouter quelqu'un lire de façon lente et douce, je t'invite à rester ici avec moi. Et
se préparer pour s'endormir. Je n'ai pas mis... j'ai oublié comment on dit les headphones. Mais oui, je ne les ai pas. Alors, je ne sais pas comment les sons de la vidéo va être dans le produit final. Mais bon. On va commencer. Ok, alors. On commence avec la définition du fantastique. Alvar, le personnage principal du livre des Cassottes, le diable amoureux, vit depuis des mois avec un être de sexe féminin qu'il croit être un mauvais esprit. Le diable ou l'un de ses subordonnés. La façon dont cet être est apparu indique clairement qu'il est un représentant de l'autre monde. Mais son comportement spécifiquement humain et plus encore féminin, les plaisirs réels qu'il reçoit semblent au contraire prouver qu'il s'agit simplement d'une femme, et d'une femme qui aime. Lorsqu'Alvar lui demande d'où elle vient, Biondetta répond « Je suis sylphide d'origine, est une des plus considérables entre elles. » Mais les sylphides existent-elles? Je ne concevais rien de ce que j'entendais, continue Alvar. Mais qu'y avait-il de concevable dans mon aventure? Tout ceci me paraît un songe, me disais-je. Mais la vie humaine est-elle autre chose? Je rêve plus extraordinairement qu'un autre, et voilà tout. Où est le possible? Où est l'impossible? Ainsi, Alvar hésite, se demande, et le lecteur avec lui, si ce qui lui arrive est vrai. Si ce qui l'entoure est bien réalité, et alors les sylphides existent. Ou bien s'il s'agit simplement d'une illusion, qui ici prend la forme du rêve. Alvar est amené plus tard à coucher avec cette même femme, qui, peut-être, est le diable. Et, effrayé par cette idée, il s'interroge à nouveau. Ai-je dormi? Serais-je assez heureux pour que tout n'eût été qu'un songe? Sa mère pensera de même. Vous avez rêvé cette ferme et toutes ses habitants. L'ambiguïté se maintient jusqu'à la fin de l'aventure. Réalité ou rêve? Vérité ou illusion? Ainsi se trouve-t-on amené au cœur du fantastique. Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diable, sylphide ni vampire, se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Ou bien il s'agit d'une illusion d'essence, d'un produit de l'imagination, et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont, ou bien l'événement a véritablement eu lieu. Il est partie intégrale de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de tout. Ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants, avec cette réserve qu'on le rencontre rarement. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'excitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Alors, la voilà, la première définition que Todorov nous donne du fantastique. Le concept de fantastique se définit donc par rapport à ce de réel et d'imaginaire. Et ces dernières méritent plus
qu'une simple mention. Mais nous en réservons la discussion pour le dernier chapitre de cette étude. Une telle définition est-elle au moins originale? On peut la trouver, bien que formulée différemment, dès le XIXe siècle. D'abord, chez les philosophes et mystiques russes Vladimir Solovyov, il dit « Dans le véritable fantastique, on garde toujours la possibilité extérieure et formelle d'une explication simple des phénomènes. Mais en même temps, cette explication est complètement privée des probabilités internes. Il y a un phénomène étrange qu'on peut expliquer de deux manières, par des types de causes naturelles et surnaturelles. La possibilité d'hésiter entre les deux crée l'effet fantastique. Quelques années plus tard, un auteur anglais spécialisé dans les histoires de fantômes, Montague Rhodes James, reprend presque les mêmes termes. Il est parfois nécessaire d'avoir une porte de sortie pour une explication naturelle, mais je devrais ajouter que cette porte soit assez étroite pour qu'on ne puisse pas en servir. À nouveau donc, deux solutions sont possibles. Voici encore un exemple allemand et plus récent. Les ressent continuellement et distinctement la contradiction entre les deux mondes, celui du réel et celui du fantastique, et lui-même est étonné devant les choses est étonné devant les choses extraordinaires qui l'entourent. On pourrait allonger cette liste indéfiniment. Notons toutefois une différence entre les deux premières définitions et la troisième. Là, c'est au lecteur d'hésiter entre les deux possibilités. Ici, au personnage. Nous y reviendrons bientôt. Je vais souligner ça. Il faut remarquer encore que les définitions du fantastique qu'on trouve en France dans des écrits récents, si elles ne sont pas identiques à la nôtre, ne la contredisent pas non plus. Sans nous attarder trop, nous donnerons quelques exemples puisés dans les textes canoniques. Castex écrit dans le conte fantastique en France, le fantastique se caractérise par une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. Louis Vax, dans l'art et la littérature fantastique, dit « Le récit fantastique aime nous présenter habitant le monde réel où nous sommes, des hommes comme nous, placés soudainement en présence de l'inexplicable. » Roger Caillois, je pense que c'est ça comment on prononce le nom. Désolée davantage. Dans Au cœur du fantastique, dit « Tout le fantastique est rupture de l'ordre reconnu. Irruption de l'inadmissible au sein de l'inaltérable égalité quotidienne. » On le voit, ces trois définitions sont intentionnellement ou non des paraphrases l'une de l'autre. Il y a à chaque fois les mystères, l'inexplicable, l'inadmissible, qui s'introduit dans la vie réelle ou le monde réel, ou encore dans l'inaltérable l'égalité quotidienne. Ces définitions se trouvent globalement incluses dans celles que proposaient les premiers auteurs cités et qui déjà impliquaient l'existence d'événements de deux ordres, ceux du monde naturel et ceux du monde surnaturel.
Mais la définition de Solovyov, James, etc. signalait en outre la possibilité de fournir deux explications de l'événement surnaturel et par conséquent l'effet que quelqu'un dut choisir entre elles. Elle était donc plus suggestive, plus riche. Celle que nous avons donnée nous-mêmes en est dérivée. Il met de surcroît l'accent sur les caractères différentiels du fantastique comme ligne de partage entre l'étrange et le merveilleux. Au lieu d'en faire une substance, comme font Castex, Queua, etc. D'une manière plus générale, il faut dire qu'un genre se définit toujours par rapport aux genres qui lui sont voisins. Mais la définition manque encore d'identité. Et c'est ici que nous devons aller plus avant que nos prédécesseurs. On a noté déjà qu'il n'était pas clairement dit si c'était au lecteur ou au personnage d'hésiter, ni quelles étaient les nuances de l'hésitation. Le diable amoureux offre une matière trop pauvre pour une analyse plus poussée. L'hésitation, le doute ne nous y préoccupe qu'un instant. On fera donc appel à un autre livre, écrit quelques vingtaines plus tard, et qui nous permettra de poser davantage de questions. Un livre qui inaugure magistralement l'époque du récit fantastique. Les manuscrits trouvés à Saragosse de Jan Potocki. Une série d'événements nous est d'abord relatée, dont aucun prix isolément n'est contredit aux lois de la nature telles que l'expérience nous a appris à les connaître. Mais leur accumulation déjà fait problème. Alphonse van Roordan, héros et narrateur du livre, traverse les montagnes de Sierra Morena. Soudain, son sagal, Mochito, disparaît. Quelques heures plus tard, disparaît aussi le valet Lopez. Les habitants du pays affirment que la région est hantée par des revenants, 2 bandits récemment pendus. Alphonse arrive à une nouvelle auberge abandonnée et se dispose à dormir. Mais au premier coup de minuit, une belle négresse diminuée, étendant un flambeau dans chaque main, entre dans sa chambre et l'invite à la suivre. Elle le mène jusqu'à une salle souterraine où le reçoivent 2 jeunes sœurs, belles et légèrement vêtues. Il lui offre à manger, à boire, et Alphonse éprouve des sensations étranges et un doute naît en son esprit. Je ne savais plus si j'étais avec des femmes ou avec d'insidieux succubes. Elle lui raconte ensuite leur vie et se découvre comme étant ses propres cousines. Mais au premier chant du coq, le récit est interrompu. Et Alphonse se souvient que, comme l'on sait, les revenants n'ont de pouvoir que depuis minuit jusqu'au premier chant du coq. Tout cela, bien entendu, ne sort pas proprement des lois de la nature telles qu'on les connaît. Tout au plus, peut-on dire que ce sont des événements étranges, des coïncidences insolites. Le pas suivant est, lui, décisif. Un événement se produit que la raison ne peut plus expliquer. Alphonse se met au lit et les 2 sœurs les rejoignent. Ou peut-être le rêvait-il seulement. Mais une chose est sûre, quand il se réveille, il n'est plus dans un lit, il n'est plus dans une salle souterraine. Je vis le ciel, je vis que j'étais en plein air. J'étais couché sous le givet de Los Hermanos. Les cadavres de 2 frères de Soto n'étaient point pendus, ils étaient couchés à mes côtés.
Voici donc un premier événement surnaturel. 2 belles filles sont devenues 2 cadavres puants. Alphonse n'est pas pour autant encore convaincu de l'existence de forces surnaturelles, ce qui aurait supprimé toute hésitation et mis fin au fantastique. Il cherche un endroit où loger le soir et il arrive devant la cabane d'un ermite. Il y rencontre un possédé, Pacheco, qui raconte son histoire, mais une histoire qui ressemble étrangement à celle d'Alphonse. Pacheco a couché une nuit à la même auberge. Il est descendu jusqu'à une salle souterraine et a passé la nuit dans un lit avec 2 sœurs. Et le lendemain matin, il s'est réveillé sous le gibet entre 2 cadavres. Cette similitude met Alphonse sur ses gardes. Aussi exposait-il plus tard à l'ermite qu'il ne croit pas aux revenants et donnait-il une explication naturelle des malheurs de Pacheco. Il interprète de même ses propres aventures. Je ne doutais pas que mes cousines étaient des femmes en chair et en eau. J'étais avertie par je ne sais quel sentiment plus fort que tout ce qu'on m'avait dit sur la puissance des démons. Quand autour qu'on m'avait joué de me mettre sous la potence, j'en étais fort indignée. Soit, mais des événements nouveaux vont raviver les doutes d'Alphonse. Il retrouve ses cousines dans une grotte, et un soir, elles viennent jusque dans son lit, désolé. Elles sont prêtes à enlever leur ceinture de chasteté, mais il faut pour cela qu'Alphonse lui-même se dépouille d'une relique chrétienne qu'il garde autour du cou. À la place de celle-ci, une des sœurs met une tresse de ses cheveux. À peine les premiers transports d'amour se sont-ils apaisés qu'on entend le premier coup de minuit. Un homme entre dans la chambre, chasse les sœurs et menace Alphonse de mort. Il l'oblige ensuite à boire un breuvage. Le lendemain matin, Alphonse se réveille, comme on pense bien, sous les gibets, à côté des cadavres. Autour de son cou, il n'y a plus les tresses des cheveux, mais une corde de pendu. En repassant par l'auberge de la première nuit, il découvre subitement entre les ais du plancher la relique qu'on lui avait enlevée dans la grotte. Je ne savais plus ce que je faisais. Que je me mis à imaginer que je n'étais réellement pas sortie de ce malheureux cabaret et que l'ermite, l'inquisiteur et les frères de Soto étaient autant de fantômes produits par des fascinations magiques. Comme pour faire pencher encore la balance, il rencontre bientôt Pacheco, qu'il avait entrevu pendant sa dernière aventure nocturne, et qui lui donne de la scène une toute autre version. Ces 2 jeunes personnes, après lui avoir fait quelques caresses, ôtèrent de son cou une relique qui était, et dès ce moment, elles perdirent leur beauté à mes yeux, et j'ai reconnu en elles les 2 pendus de la vallée de los Hermanos. Mais le jeune cavalier, les prenant toujours pour des personnes charmantes, leur prodigua les noms les plus tendres. Alors, l'un des pendus ôta la corde qu'il avait à son cou et la mit au cou du cavalier, qui lui en témoigna sa reconnaissance par de nouvelles caresses. Enfin, ils fermèrent le rideau, et je ne sais ce qu'ils firent alors, mais je pense que c'était quelque affreux péché. Que croire? Alphonse sait bien qu'il a passé la nuit avec 2 femmes aimantes, me le révèle sous les gibets,
met la corde autour de son cou, met la relique dans l'auberge, met le récit de Pacheco. L'incertitude, l'hésitation sont à leur point culminant, renforcés par le fait que d'autres personnages suggèrent à Alphonse une explication surnaturelle des aventures. Ainsi, l'inquisiteur qui, à un moment donné, arrêtera Alphonse et le menacera de torture, lui demande « Connais-tu deux princesses de Tunis ?» ou plutôt deux infâmes sorcières, vampires exécrables et démons incarnés. Et plus tard, Rebecca, l'hôtesse d'Alphonse, lui dira « Nous savons que ce sont deux démons femelles et que leurs noms sont Emina et Zibédée. » Resté seul pendant quelques jours, Alphonse sent encore une fois les forces de la raison lui revenir. Il veut trouver aux événements une explication réaliste. Je me rappelais encore quelques mots échappés à Don Emmanuel de sa gouverneur de cette ville, qui me firent penser qu'il n'était pas tout à fait étranger à la mystérieuse existence des Comeles. C'était lui qui m'avait donné mes deux valets, Lopez et Mochito. Je me mis dans la tête que c'était par son ordre qu'il m'avait quitté à l'entrée désastreuse de Los Hermanos. Mes cousines et Rebecca elle-même m'avaient souvent fait entendre que l'on voulait m'éprouver. Peut-être m'avait-on donné à la venta un breuvage pour m'endormir, et ensuite rien n'était plus aisé que de me transporter pendant mon sommeil sur les fatales gibets. Pacheco pouvait avoir perdu un œil par un tout autre accident que par sa liaison amoureuse avec les deux pendus, et son effroyable histoire pouvait être un conte. L'ermite, qui avait cherché toujours à surprendre mon secret, était sans doute un agent des Comenes, qui voulait éprouver ma discrétion. Enfin, Rebecca, son frère, Soto et le chef des Bohémiens, tous ces gens-là s'entendaient peut-être pour éprouver mon courage. Le débat n'est pas résolu pour autant. Des menus incidents vont faire à nouveau marcher Alphonse vers la solution surnaturelle. Il voit par la fenêtre deux femmes qui lui semblent être les fameuses sœurs. Mais quand il s'en approche, il découvre des visages inconnus. Il lit ensuite une histoire de diable qui ressemble tant à la sienne qu'il avoue. J'en vins presque à croire que des démons avaient, pour me tromper, animé des corps des pendus. J'en vins presque à croire. Voilà la formule qui résume l'esprit du fantastique. La foi absolue, comme l'incrédulité totale, nous mènerait hors du fantastique. C'est l'hésitation qui lui donne vie. Eh bien, voilà cette première partie du chapitre dédié à la définition du fantastique de Tsvetan Todorov. Je ne sais pas si c'est ça qu'on le prononce, mais c'est comme ça que je l'ai dit. J'espère que cette petite vidéo t'a beaucoup plu, que t'as pu te détendre un peu avant d'endormir. Et tu sais que tu auras toujours
seul. Je suis ici avec toi et je vais rester ici jusqu'au point où tu vas t'endormir. Je vais rester ici en lisant un peu le reste des livres que j'ai à lire. Et maintenant tu peux dormir et tu peux te détendre, te détendre. Bon. Bonne nuit mon amour. Bonne nuit mon trésor. Bonne nuit mon cher, ma chère. Bonne nuit, j'espère que tu vas voir, que tu vas faire des très beaux rêves. Et j'espère que tu t'élèves des mains complètement bien, 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 bien. Que tu t'élèves des mains avec plein d'énergie. Et à nouveau que tu fais des très beaux rêves. Rappelle-toi que tu es toujours, toujours, toujours aimé. Tu es toujours aimé et apprécié. Et le monde est un endroit